Il n'a pas répondu aux fortes doses de furosémide. On a rajouté du métolazone. Là, on l'a présenté à une réunion de greffe. C'est un patient qui est vasculaire périphérique important, qui a déjà eu des habitudes de vie un petit peu douteuses et surtout une maladie vasculaire périphérique extensive qui fait qu'il n'était pas jugé candidat à une transplantation. Pas tellement au niveau des membres inférieurs, mais surtout au niveau carotidien. Alors, quand on le voit, il est congestionné. Quand la fréquence cardiaque est plus haute que la tension artérielle, ça va mal à la shot. C'était un petit peu le cas ici. La radiographie pulmonaire confirmait le diagnostic. Hyponatrémique, insuffisance rénale sévère, il ne répond pas à la perfusion de diurétique. Alors, je vais vous laisser travailler avant de passer le pointeur au Dr Gianetti. C'est quoi les alternatives thérapeutiques chez les patients comme le mien avec une insuffisance cardiaque décompensée qui sont résistants aux diurétiques même par voie intraveineuse? Ah non, je parle encore 2 minutes. Alors, est-ce que c'est encore plus de diurétiques? Est-ce qu'on donne de la nitro? Est-ce qu'on donne du nésiritide? Ou est-ce qu'on donne un traitement d'ultrafiltration? Il n'y a peut-être pas de bonne réponse. Peut-être qu'elles sont toutes bonnes, sauf peut-être une. Alors, Marie, c'est un live. Hey! Alors, la majorité des gens disent le traitement d'ultrafiltration. En fait, je pense que la nitroglycérine ne serait probablement pas un mauvais choix en termes de diminuer, de vasodilater davantage ce patient-là. Dose plus élevée de diurétique, probablement pas winner, puis du nésiritide, c'était excellent pour les gens qui avaient acheté des actions de la compagnie, mais pour les patients, pas terrible. Alors, riez pas, quand SIOS a mis sur le marché de nésiritide, l'action est partie à 3,85 $ et 6 mois plus tard, elle était à 482 $. Très rentable pour la compagnie. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Il y a plusieurs types d'appareils. Il y a un appareil qui est dédié à la cardiologie, qui actuellement, c'est toute la même compagnie. Là, Gambro a acheté CHF Solution. C'est un appareil, on peut avoir un cathéter périphérique ou central. On peut enlever de 200 à 300 cc à l'heure. Faire attention aux patients qui sont en grosse défaillance droite, peu à gauche. On risque de détériorer la fonction rénale. Ça peut durer, en moyenne, ça a duré 73 heures dans une étude. Au-delà, je vais juste demander à M. Albert de ne pas écouter pour une seconde qui est dans la salle. En théorie, au-delà de 72 heures, on ne peut pas utiliser le filtre. Nous, on l'utilise jusqu'à ce qu'il se plug. Des fois, c'est un petit peu plus long. Alors, vous pouvez réécouter, M. Albert. Alors, ce que l'on prend, ça prend une certaine tension artérielle, mais là, c'est veineux. Alors, on n'a pas besoin d'un cathéter de dialyse artério-veineux. Pendant toute la journée, les pertes de poids peuvent être importantes. Mon patient a perdu 12,5 kg. La créatinine a bougé un petit peu. On l'a déshydraté, mais rien d'aussi dramatique. Et le NT-proBNP a diminué. Comment ça marche? Ici, c'est mon vaisseau. Ça, c'est les jambes du patient, donc l'espace interstitiel. Et ici, c'est qui s'amuse avec la souris? Et ici, c'est l'ultrafiltrat, donc le petit sac. Alors, ce qu'on fait, on enlève du liquide iso-osmolaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a autant de sodium dans le sac que dans le sang. Il y a autant de potassium dans le sac que dans le sang, donc on n'a pas à surveiller ces éléments-là. Et donc, ça permet, il faut juste y aller pour faire en sorte que ce qu'on appelle la recharge capillaire intravasculaire, le temps que ça prend pour mobiliser ce liquide-là puis l'amener dans nos vaisseaux, on essaie de le juger et c'est souvent du cas par cas pour ne pas faire comme on a fait avec les diurétiques. Une étude clinique unload, je ne rentrerai pas beaucoup dans les détails. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui participent à l'étude CARES? Pas la caresse de vite et profond comme tout à l'heure, mais il y a une étude du NIH qui est pour des patients un petit peu comme le mien, extrêmement malades, qui s'en vont sur le bord de la dialyse, qui est en cours actuellement. Unload, c'est à l'autre bout du spectre. C'était des patients qui étaient hospitalisés pour insuffisance cardiaque aiguë décompensée. Il n'y avait pas besoin de prendre des très grosses doses de diurétiques. Et ce que l'on a vu, c'est qu'avec l'ultrafiltration, on perdait plus de poids qu'avec les soins standards, qui étaient du Lasix.
Ce qu'on en voit aussi ici, c'est les changements de créatinine dans le temps. Et on voit que la créatinine a monté un petit peu plus à 72 heures. On en a 3, là. A monté un petit peu plus à 72 heures dans le groupe ultrafiltration, mais c'était non significatif. Ce qui est extrêmement intéressant, selon moi, c'est ici. Le pourcentage de patients sans nouvelle hospitalisation 3 mois après avoir fini le traitement d'ultrafiltration. Je vous ai dit que la pire affaire d'avoir, c'était être congestionné. Qu'on ait un bas débit, ça ne changeait pas grand-chose au niveau de la fonction rénale et au niveau des hospitalisations. Groupe d'ultrafiltration, groupe de soins standards, on a une diminution extrêmement importante de 40 des réadmissions pour insuffisance cardiaque. C'est comme si on avait été capable de les assécher assez pour qu'ils commencent à mieux absorber leurs médicaments et rester à l'extérieur de l'hôpital. Extrêmement intéressant à suivre. Les recommandations actuelles, c'est de dire qu'un patient qui est en insuffisance cardiaque décompensée, qu'on considère l'ultrafiltration dans la gestion du volume, puis que ça soit fait par du monde qui sait ce qu'il fait. C'est à peu près ça. Hein? Si je veux définir ça, il faut que ce soit des gens qui ont de l'expérience puis du savoir-faire. Puis tu as mon numéro de cellulaire si tu veux, il n'y a pas de problème. Alors, en fait, il y a beaucoup de... Les néphrologues peuvent nous aider beaucoup là-dedans. Et puis, je pense que ça devrait plus être quelque chose de collaboratif que de compétitif. Chez nous, c'est très collaboratif, mais cette recommandation-là a été donnée parce qu'il y a des centres au Canada où est-ce que les néphrologues ne veulent rien savoir que le cardiologue fasse de l'ultrafiltration, mais ne veulent pas ultrafiltrer non plus les patients. Sur ça, je passe... Est-ce que je peux juste poser une petite question sur l'hémofiltration? Oui, mais c'est différent. L'ultrafiltration, je vais revenir à mon dessin. L'ultrafiltration, ça requiert une petite machine qui est à peu près de la grosseur d'une pompe IVAC qu'on peut mettre. En théorie, il y a des hôpitaux qui les gens sont un peu inquiets, mais habituellement, on a très, très peu de volume à l'extérieur. Là, dans le tube, on a à peu près 60 cc, donc on peut mettre ça à une unité de court séjour avec une infirmière pour 5 patients. Et tout ce qu'on fait, on enlève du liquide iso-osmolaire. On enlève autant de sel, alors que l'hémofiltration, c'est de la dialyse. C'est la machine à laver, c'est notre usine pour détoxifier notre patient. On ne va pas juste enlever les petites molécules, mais on va vraiment nettoyer au complet. On donne des gros sacs de dialysa pour remplacer le liquide qu'on a enlevé. Et c'est beaucoup plus complexe et ça prend une machine pas beaucoup plus grosse, mais beaucoup plus de sacs. Moi, je me sens très à l'aise avec l'ultrafiltration, mais l'hémofiltration, c'est une spécialité à part et les néphrologues sont bien meilleurs que nous. Donc, s'il y en a un patient qui a besoin d'hémodialyse, il est urémique cliniquement, il y a un taux de filtration glomérulaire qui est rendu dans la cave et puis une crête à 400, c'est probablement pas de ça qu'il a besoin. Il a besoin de passer son système dans la machine à laver qui est l'hémodialyse. Est-ce que ça répond à votre question, docteur? Oui, ça répond à ma question. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Docteur Giannetti? Merci Annick, Michel, Serge, merci pour l'invitation et merci à Marie-Josée Martin d'avoir la Société canadienne cardiovasculaire qui nous a aidés avec les diapos aujourd'hui. Alors, bon, j'ai fait quelque chose de mal. Alors moi, je vais vous parler des cœurs mécaniques ou les dispositifs d'assistance ventriculaire. On appelle ça souvent des cœurs mécaniques. Alors, on va parler encore du même patient qu'Annick vous parlait. Malheureusement, tous ces plans-là pour ce patient-là n'ont pas vraiment fonctionné tellement bien. Après une réponse initiale à l'ultrafiltration, une semaine plus tard, le patient a recommencé à prendre du poids et son état a continué à se détériorer. Alors, il présente maintenant avec un bas débit, avec la créatinine qui est maintenant rendue à 320 et un NT-proBNP encore beaucoup plus élevé. Alors, c'est un très mauvais prognostic. On considère l'implantation d'un défibrillateur ou une resynchronisation. Ça reprend du fait il y a très longtemps chez ce patient-là. Pardon? Il y en avait un. C'est ça, okay, ça, je ne sais pas pourquoi c'est là. C'est quelque chose qui aurait été du fait il y a très longtemps. Et on parle maintenant de support mécanique pour le patient. Les pneumologues n'ont pas trouvé de problème actif.
Son cathéter droite, maintenant, démontre une pression à l'oreillette droite de 24 et des pressions pulmonaires de 64 sur 25, alors très élevées, et un wedge à 28. Son débit cardiaque est réduit à 3,8 litres par minute. Alors, on essaie d'administrer la milrinone pour essayer d'améliorer l'état volumique et la fonction rénale, les électrolytes et la capacité physique. Alors, ça nous a aidé jusqu'à un certain point, la milrinone. Maintenant, vous avez une question. Le patient devrait-il être orienté afin d'envisager un cœur mécanique? Je vais vous rappeler, c'est un homme, je ne me souviens pas quel âge qu'avait ton patient, Annick? 62 ans, avec la maladie périphérique assez avancée et une obésité et quand même un monsieur là, très, très malade. Alors, est-ce qu'on va parler d'un cœur mécanique pour ce patient-là? Oui, non, peut-être, ou de quoi parle-t-on? Est-ce qu'on peut voir la réponse? Alors, la plupart des gens ont dit peut-être, OK. Il y a quelques-uns qui encore qui ne savent pas. 12 d'accord. Donc, on va parler de ça un petit peu aujourd'hui. Alors, il y a des gens qui disent peut-être, oui, non, 20, 21, 22 %. Alors, on va revenir à ça tantôt. On va parler un petit peu des cœurs mécaniques et on va revenir à notre patient. Alors, ça, c'est l'étude REMATCH, qui est vraiment une des très bonnes études. Vraiment, l'étude, on réfère souvent à cette étude-là quand on parle de cœur mécanique. C'est l'étude qui a été faite avec une assistance ventriculaire gauche. Dans le temps, ça s'appelait le HeartMate XVI, qui est la première génération. Et ce sont des patients classe 4, des patients très, très malades avec insuffisance cardiaque réfractaire, qui ont été randomisés. C'est des patients qui n'étaient pas des candidats à la greffe cardiaque, ont été randomisés à un traitement standard, donc un traitement médical, l'inotrope ou traitement médical Peros à la maison, versus une assistance ventriculaire gauche, le HeartMate XVI, la première génération. Et on voit ici, ça c'est une étude qui a été publiée, ça fait à peu près 6-7 ans, on voit ici, si on suit le temps, après à peu près 1 an, les gens qui étaient traités par un traitement médical avaient une survie d'à peu près 20 %. Et à 2 ans, c'était presque, il y avait très peu de gens en vie avec un traitement médical. Les gens traités avec le cœur mécanique, l'assistance mécanique, avaient une survie d'à peu près 60 % à 12 mois, mais quand même assez réduite à 24 mois, à 2 ans, à peu près une survie d'à peu près 28 %. Alors, on voit quand même une amélioration très importante de survie. C'est quand même pas génial parce que c'est quand même pas une très bonne survie à 2 ans. On voit quand même une amélioration importante, ce qui a introduit vraiment au FDA l'idée d'utiliser les cœurs mécaniques, même pour les gens qui n'étaient pas candidats à la greffe. Donc ça, c'est vraiment l'étude. On réfère souvent à cette étude-là et je vais vous montrer d'autres données avec les cœurs mécaniques de nouvelle génération comparées à ceci. Mais juste pour vous montrer que vraiment, il y a une différence comparée au traitement médical chez un patient avec une insuffisance cardiaque vraiment end-stage, vraiment très avancée. Alors, les recommandations, ce sont des lignes directives d'insuffisance cardiaque, des directives canadiennes. Alors, les recommandations sont de considérer les patients pour une assistance ventriculaire, les patients qui ont une insuffisance cardiaque sévère, aiguë ou chronique, mais qui n'ont par ailleurs une bonne espérance de vie. Donc, ça, c'est très important. Il ne faut pas qu'il y ait de comorbidité importante. Ces patients-là devraient être référés à un centre cardiaque équipé pour une évaluation et une gestion par une équipe ayant le savoir-faire nécessaire pour le traitement d'insuffisance cardiaque sévère, incluant les assistances cardiaques mécaniques, circulatoires mécaniques. Nous recommandons, et ça, ce sont des recommandations fortes. Une autre recommandation forte, c'est les patients qui sont sur la liste de transplantation cardiaque et qui sont en état de détérioration, donc qui commencent à avoir une insuffisance rénale importante, une insuffisance hépatique importante, diminution de capacité fonctionnelle, de considérer l'assistance cardiaque pour ces patients-là. Et finalement, pour ceux qui ont une contre-indication à la transplantation, mais qui pourraient être admissibles à la transplantation. Donc, des fois, on nous fait envoyer des patients, mettons, une femme de 45 ans qui a eu un cancer au sein, une néoplasie, mettons, au sein il y a 2 ans, et puis était plus ou moins en rémission, mais pas vraiment complètement en rémission, et puis on n'est pas sûr. Les oncologues nous disent, on ne pense pas que ça va revenir, mais on ne peut pas être sûr. On ne peut pas greffer cette patiente-là, mais c'est une patiente très jeune. On veut lui donner la chance. Donc, il y a possibilité des fois de mettre des assistances cardiaques pour la laisser. D'habitude, on veut un patient en rémission d'au moins 5 ans là, pour une greffe cardiaque. Alors, pour lui donner la chance de se rendre à sa greffe cardiaque. Donc, on peut avoir des exceptions comme ça où est-ce qu'on va considérer les patients pour une greffe après une assistance ventriculaire.